nous pouvons reprendre avec cette analyse qui va s'éloigner un peu de Pedro Mejía pour donner des éléments de contexte sur cette lecture-écriture située dans le temps de l'oisiveté, mais pour les fins de la curiosité. Comme vous l'aviez entendu, le texte de Mejía indiquait que ce qui lui avait coûté beaucoup de travail, beaucoup de lecture et beaucoup d'études, c'était de escribir y ordenar esta obra, donc de ordonner les connaissances qui supposaient que ces connaissances, on les dérivait de beaucoup de lectures. Et on voit que la lecture qui est supposée par cette allusion est une lecture qui a trois pratiques essentielles. La première, qui est justement d'extraire des textes lus, des exemples, des fragments, des sentences pour les déposer à l'intérieur de cahiers qui thématiquement réorganisent ces citations ou ces extraits. La deuxième, c'est que pour préparer ce travail, les annotations en marge dans le livre lu indiquent quel est le thème, la topique, la rubrique qui correspond au passage qui est situé en face, et qu'une troisième pratique peut être liée ou différente des deux premières, qui est d'élaborer des sommaires, des résumés de ce qui a été lu. Et on voit que toutes ces techniques de lecture sont en même temps des pratiques d'écriture. Écrire dans les livres eux-mêmes, sous la forme des marginalia, des annotations manuscrites, écrire dans les cahiers de lieux communs, recopier les exemples ou les extraits qui ont été repérés et finalement donner un résumé, une somme du contenu des livres. Et c'est là le modèle, le paradigme essentiel de la lecture à la Renaissance. Et ce qui fait que parfois l'exemple cher de Montaigne a égaré cette perspective, parce que justement Montaigne se présente comme un lecteur qui ne se soumet pas à ces disciplines. D'une part, il ne tient pas de cahier de lieux communs, ce qu'il appelle les gardoirs, il n'en a pas. D'autre part, il n'écrit pas nécessairement dans les livres des annotations marginales. On a les livres de Montaigne, à la fois à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque de Bordeaux et à Trinity College à Cambridge. Ces annotations sont d'un tout autre ordre, puisqu'elles ne sont pas vouées ou organisées pour extraire dans un livre, dans un cahier de lieux communs des citations, et il préfère, dans les livres que l'on a, à la fin du livre, de donner une sorte de sommaire, de résumé de l'argumentation, et dans certains cas qu'il va transporter directement dans le texte des essais. C'est donc un lecteur qui est à distance des pratiques de la lecture savante ou érudite de la Renaissance, même si dans les premiers essais, ceux écrits avant 1580, puisque c'est la première édition des essais, il utilise la technique des lieux communs. Mais il l'abandonne assez vite, et lorsqu'il cite un texte dans les essais, c'est très souvent c'est même toujours sans la médiation d'un recueil manuscrit de lieux communs, c'est-à-dire qu'il va directement à sa bibliothèque et ouvre un livre et parfois le recopie littéralement pour plusieurs paragraphes. En plus, on le sait que Montaigne dit, lorsqu'il rencontre une difficulté, qu'il abandonne la lecture, ce qui est tout le contraire de la lecture érudite, qui au contraire va se vouer à scruter et à élucider les difficultés. Il ne lit pas la nuit, à l'inverse d'une représentation du lecteur lettré. Il lit en marchant et non pas comme on l'a
la description ou les images donne à voir l'érudit derrière son pupitre avec de multiples livres en même temps. Donc, dans un sens, on pourrait dire que Montaigne, c'est un lecteur anti-humaniste. Il est humaniste, évidemment, peut-être dans le sens philosophique ou du mot, mais en termes des pratiques de lecture, elles sont toutes en décalage par rapport à ce modèle de l'érudition. De ce modèle de l'érudition, il y a donc deux objets qui sont à la fois emblématiques et pratiques pour porter ce type de lecture. Et on peut supposer que c'était deux objets, au moins le second, que Pedro Mejía avait confectionné. Le premier objet, c'est la roue à livre, c'est-à-dire un dispositif mécanique qui est organisé par une série de pupitres sur lesquels on peut placer plusieurs livres ouverts et grâce à un mécanisme de faire apparaître devant le lecteur tel ou tel pupitre avec tel ou tel livre. C'était un objet qu'on voit dans des bibliothèques médiévales, très souvent d'ailleurs pour des livres de référence. Mais c'est un objet dont on ne peut pas mesurer sa diffusion, mais en tous les cas sa fonction emblématique, que des ingénieurs de la Renaissance comme Ramelli, qui s'intéressaient d'ailleurs pas spatialement à la lecture, mais qui s'intéressaient aux questions de la mécanique, des engrenages, et de comment on peut faire fonctionner des moulins. Et on peut, dans ce livre-là, d'invention mécanique de Ramelli, il propose un mécanisme pour cette roue à livre qui a été très souvent reproduit sur des couvertures de livres ou dans d'illustrations à l'intérieur des livres, puisqu'un lecteur qui est bien assis, bien emmitouflé, devant lui a ce mécanisme et sur chacun des pupitres, il y a plusieurs livres ouverts. Donc, et s'il tourne avec la manivelle de la roue, il va faire apparaître devant lui les livres qui étaient sur un pupitre de l'autre côté ou en dessous du pupitre qu'il était en train de consulter. Qu'est-ce que signifie cet objet? Comme je dis, qu'il pouvait être un objet réel. On sait par exemple que Cujas, le juriste, avait un dispositif de ce type. Donc, cela a pu exister. On ne pourrait pas généraliser non plus et penser que tous les lecteurs humanistes de la Renaissance avaient des roues à livres. Ce qui est derrière cet objet, c'est effectivement un type de lecture où on lit plusieurs livres à la fois, puisqu'on lit pour comparer, pour confronter, pour extraire des citations, des exemples, et collationner les textes. Donc, soit pour établir la leçon la plus probable pour plusieurs états d'un même texte, soit lorsqu'il s'agit de livres tout à fait différents, de les comparer dans leur contenu et, grâce à ce dispositif, de pouvoir lire plusieurs livres à la fois. Et donc, il y a là un premier objet emblématique et, comme je le disais, dans certains cas pratique pour cette lecture qui extrait, distribue et recompose. Le deuxième objet est évidemment, lui, beaucoup plus répandu, sinon universel, qui est le cahier de lieux communs. Lieux communs devant s'entendre dans la langue de la Renaissance, le loci communes, à la fois comme des exemples qui peuvent donner des modèles stylistiques ou des modèles grammaticaux, peut s'entendre comme des fragments qui ont une force, une valeur démonstrative, argumentative, et peut s'entendre comme les vérités les plus universelles, ce qui était donc le sens du lieu commun comme sublime. Donc, pour recueillir l'ensemble de ces citations, qui sont des lieux communs d'un type ou un autre, grammatical, stylistique, philosophique ou argumentatif, le lecteur doit copier ou mémoriser des fragments des textes qu'il a lus. Et c'est essentiellement, en premier lieu, un instrument pédagogique.
Tout étudiant doit tenir, construire ses cahiers de lieux communs de façon à se constituer un répertoire d'exemples qu'il va pouvoir à la fois mémoriser, utiliser, mobiliser pour ses propres productions. Et les gestes qui sont ceux-là sont les gestes du soulignement, de l'annotation et de la copie. Dans une dédicace qu'il fait à son fils, Lope de Vega, en 1620, dans une pièce qui s'appelle El verdadero amante, se dirige donc à son fils et il lui dit « Si vous ne vous orientez pas vers les lettres humaines, c'est-à-dire vers les disciplines de l'érudition ou du savoir, mais plutôt, selon la grande dichotomie, les lettres et les armes, si vous ne vous orientez pas vers cette discipline, néanmoins, il faut que vous en ayez quelques livres et bien choisis, pocos libros y esos selectos. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que devra faire le fils de Lope de Vega? Il doit en extraire les sentences et que les saquéis las sentencias, ce qui veut dire soit les mémoriser, soit les copier, et sans laisser passer des choses que vous lirez et qui sont d'importance, sans les souligner ou les indiquer en marge. Sin dejar pasar cosas que leáis notables, sin linea o margen. On voit donc que dans cette citation, les trois gestes du soulignement, de l'annotation marginale et de la mémorisation ou de la copie les sentences, et là Lope de Vega prend la définition la plus philosophique du lieu commun, sententiae, vérité universelle, savoir général. Donc, une indication à l'intérieur d'un contexte pédagogique. Mais au-delà de ce contexte pédagogique, tous les lecteurs érudits ou savants doivent construire au fil de leur lecture ces répertoires de lieux communs où vont se déposer ces sententiae qui sont l'élément essentiel, sinon unique, des compositions, on va dire littéraires. Discours, argumentation juridique, comme anthologie de savoir, comme Pedro Mejía, ou texte de fiction, ce qui était l'idéal de la copia verborum acrerum, l'abondance des mots et des choses qui doit nourrir un discours à la Renaissance, quel qu'il soit. Et l'on voit d'un côté des témoignages, puisque certains de ces cahiers de lieux communs ont subsisté dans les archives, et donc cette technique peut être saisie dans sa production même, et d'autre part, on voit comment certains ouvrages sont construits entièrement sur des cahiers dans lesquels l'écrivain, l'auteur, a compilé non seulement ces vérités universelles, mais comme on le voit avec Pedro Mejía, des exemples multiples, infinis, de dire, faire, action, événements. C'est le cas donc dans la construction de toutes ces anthologies de savoir. C'est aussi un cas, par exemple, on le voit dans le Covarrubias, dans le supplément, il donne 15 colonnes à l'article éléphant, puisque l'éléphant non seulement avait un aspect de curiosité exotique, mais aussi tout un aspect porteur de symbolique. Et si Covarrubias peut écrire 15 colonnes sur l'éléphant, c'est parce qu'il a compilé, au fil de ses lectures, des données qui sont données de tous ordres sur le cas. Donc on voit que le lieu commun a cette tension entre la vérité universelle la plus abstraite, c'est dans ce sens que Francis Goyer avait intitulé son livre « Le sublime du lieu commun », mais aussi l'instanciation, comment dire en anglais, pardon, l'incarnation dans des cas, des exemples, des situations de ces vérités. Dernier élément sur cette lecture qui est prise dans le paradigme de la lecture des lieux communs, les spécialistes de cette lecture, comme je le disais, elle est d'abord pratique pédagogique, elle est une pratique lettrée,
mais elle est aussi le propre de certains spécialistes qui lisent pour les autres, c'est-à-dire tous ceux qui sont employés, tous ces secrétaires ou lecteurs qui sont employés par des familles aristocratiques pour, d'une part, accompagner leurs fils dans le parcours des études, en un temps où un modèle dominant, c'est d'aller d'université en université, la peregrinatio academica, mais aussi qui sont chargés de faire la lecture au sens propre, lire à haute voix pour celui qui ou celle qui les emploie, pratique, j'y reviendrai, mais pratique très forte dans les sociétés des XVIe et XVIIe siècles, y compris dans les cours, puisque être lecteur du roi est un office dans la cour de France et est une tâche, une fonction dans la cour d'Angleterre. Et ils sont aussi ceux qui composent ces résumés, commentaires, gloses des livres qui pourront être utiles à leur maître. Anthony Grafton et Lisa Jardine, dans un essai voué à un de ces intermédiaires de lecture et d'écriture, avaient employé le mot de facilitator, ceux qui rendent plus facile l'accès au savoir par ceux qui n'en ont pas ou la compétence ou le temps. Et donc, les trois tâches de secrétaire, de lecteur et de précepteur peuvent être étroitement liées. Et ces lecteurs professionnels sont en général des gradués d'université qui trouvent là un emploi possible. Ce qui est peut-être intéressant, ce serait de suivre la trajectoire de la dépréciation, de la dévalorisation des lieux communs, puisque à partir du XIXe ou du XXe siècle, le mot a perdu toute cette force, soit du sublime, des vérités, soit de l'intérêt des exemples, pour devenir ce qu'il faut justement éviter, ce qui, dans un discours, est épuisé, répétitif. On pourrait dire que le point d'arrivée de cela, ce serait le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, où sont notés tous les exemples les plus ridicules des formules qu'on emploie sans y penser et qui sont tout à fait... ont perdu toute valeur, tout intérêt. Mais dès le XVIe siècle, il y a déjà une certaine ambivalence qui s'inscrit, enfin au moins au XVIIe siècle, une ambivalence qui s'inscrit dans l'usage des lieux communs. Je l'ai vu dans le supplément du Covarrubias, où il y a un article Harpocrates, qui était le dieu du silence. Et au moins dans l'interprétation des hommes du XVIIe siècle. Et Covarrubias introduit une petite nuance de distance par rapport à l'emploi des lieux communs, qui pourtant sont la forme dominante, comme je viens de le dire, de la lecture et de l'écriture. Et il dit, il y a un dit notable qui en réfère aux anciens, qui est que pour parler, nous avons pour maître les hommes et pour nous taire Dieu. Ceci en vient à être un lieu commun duquel je m'excuse beaucoup de l'avoir employé et de donner l'impression que je veux copier ce qui, dans d'autres auteurs, se rencontrera facilement. Et il ajoute d'ailleurs, et en traitant du silence, il est juste de l'employer. Donc on voit une certaine distance qui va être minoritaire, mais qui est déjà prise. L'idée que citer des lieux communs, c'est l'idée que l'on est en train simplement de trasladar, de copier ce que l'on rencontre dans d'autres auteurs. Et donc, du coup, il ne faudrait pas interpréter ça à la Flaubert, c'est-à-dire non comme une dépréciation des lieux communs, mais plutôt comme et du coup, ce qui accompagne la dépréciation, c'est-à-dire qu'un texte doit être original, il doit avoir une force de nouveauté, il est le produit du génie, du talent ou du sentiment de l'auteur à partir du XVIIIe siècle. Il faut plutôt l'interpréter comme la nécessité de l'invention dans l'imitation. Et s'il est tout à fait nécessaire, obligatoire, d'imiter, c'est-à-dire de prendre les exemples là où ils sont, néanmoins cela ne doit pas être identifié
à une pure copie. Traslado, en espagnol, signifiait à la fois copier et traduire. Et qu'il faut maintenir un usage ou un sens ou une signification inventive à l'intérieur de cette imitation. Et c'est ce qu'indique cette remarque. Pour en finir avec les lieux communs, on peut dire que leur importance à la Renaissance se traduit aussi par l'édition. D'un côté, pour éviter la peine de composer des cahiers de lieux communs, un certain nombre d'éditeurs vont s'emparer de ces lieux communs pour en faire des anthologies imprimées, en général à l'intérieur pour un registre particulier, et qui vont permettre donc aux lecteurs de retrouver facilement des citations des Grecs et des latins, et qu'ils vont pouvoir mobiliser pour la composition de leur propre texte. Et proche de ces anthologies de lieux communs qui ont été très bien étudiées par Anne Moss dans un livre qui a pour titre les lieux communs, les livres de lieux communs imprimés et la structuration de la pensée de la Renaissance. À côté, il y a d'autres genres connexes, par exemple les apophthegmes. L'apophthegme est défini par Covarrubias comme une sentence brève, dite avec esprit et acuité par une personne d'autorité, et du coup cette sentence est honorable pour celui qui la profère et profitable pour celui qui l'écoute. Et ces recueils d'apophthegmes sont supposés rassembler des dires qui auraient été émis par les anciens ou par quelques auteurs espagnols. C'est-à-dire non plus ici des citations que l'on trouve dans des textes imprimés, mais des compilations de mots, de dires, de sentences orales qui sont supposément avoir été prononcés par tel auteur de l'Antiquité. Alors bien sûr, on les trouve dans des textes manuscrits ou imprimés, mais c'est plutôt leur oralité qui fait l'apophthegme, alors que le lieu commun renvoie plus directement, plus immédiatement à un lieu sur la page, c'est-à-dire une citation. Donc on a une production de ready-made, de lieux communs ready-made, tout prêt à l'emploi et à l'utilisation. L'autre initiative de la librairie a été non pas de se substituer à la copie et à la construction d'une anthologie par thème et topic de la part du lecteur, mais de faciliter cette tâche en indiquant dans un texte publié où se trouvaient les lieux communs, c'est-à-dire en utilisant toutes sortes de dispositifs typographiques. Si on pense par exemple à la poésie ou si on pense au théâtre, en employant des dispositifs typographiques qui permettent au lecteur de reconnaître que certaines lignes, certains vers sont des lieux communs qui seraient bons de mémoriser ou de recopier, soit parce que l'on utilise un autre caractère, si la pièce est imprimée en italique en romain, ou s'il est en romain en italique, soit parce que l'on met des petites mains, les manicules dans la marge qui indiquent, qui pointent le lieu commun, soit parce que dans le cas anglais, on utilise des parenthèses inversées, des guillemets inversés, mais qui ne sont pas fermés, ils sont simplement ouverts au début de la phrase. Il y a tout un système d'utilisation de signes typographiques pour indiquer les lieux communs et qui permettent au lecteur, dans la pièce, de les retrouver. C'est d'une très grande importance. Alors ça valait pour des éditions du théâtre français de la fin du XVIe siècle, par exemple des pièces de Garnier, ou bien, d'une manière plus importante, dans le cas des éditions anglaises, des poèmes et des pièces de théâtre de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. C'est une pratique importante parce que, évidemment, elle joue sur un des mécanismes qui étaient rhétoriques les plus importants dans le théâtre, en tous les cas, qui était constamment de mettre en rapport des situations particulières, qui étaient celles de l'intrigue, avec des vérités
universel, soit qu'un élément, un événement dans l'intrigue incarne ce qui était un principe universel, ou bien que d'un événement dans l'intrigue, on pouvait tirer un principe universel, sans que les éditions, évidemment, maintiennent cette indication typographique. C'est ce qu'on trouverait, par exemple, dans de très nombreuses pièces de Corneille. La valeur n'attend pas le nombre des années, voilà un lieu commun, et qui est inscrit dans un rapport dialectique avec, ou un rapport de relation productrice avec l'histoire qui est contée dans la pièce. Et une pièce, par exemple, comme de Marlowe, Édouard II, est très largement construite sur cette alternance d'écouler un lieu commun d'un événement de l'histoire ou donner un lieu commun dont un élément de l'histoire devient l'illustration ou l'exemple. L'effet qui est produit, c'est une décontextualisation des textes. Ils sont séparés à la fois une fois qu'ils ont été sortis de la pièce pour être mis dans un recueil de lieux communs manuscrits ou dans un recueil imprimé, comme je le disais. Ils n'ont plus de rapport avec l'intrigue, ils n'ont plus de rapport non plus avec le personnage, et à la limite, ils n'ont plus de rapport avec l'auteur, puisque beaucoup de ces recueils de lieux communs donnaient certes une liste d'auteurs pour commencer, mais ensuite ne les assignaient pas à un auteur particulier. Donc c'est une forme radicale de décontextualisation des vers ou des lignes d'une pièce de théâtre que l'on retrouve encore aujourd'hui lorsqu'on a des anthologies, quelle qu'en soit la forme, de Shakespeare. Mais chacun des vers qui est cité peut être ou est détaché du contexte dramatique dans lequel il est utilisé, et en particulier sont attribués à Shakespeare ce qui était éventuellement des pensées de Macbeth ou d'Othello. Donc il y a là une manière de lire qui est extrêmement intéressante et qui peut parfois privilégier des parties du texte qui ne le sont pas, ni lorsque l'on porte l'attention sur l'intérêt dramatique, ou même l'attention sur l'intérêt poétique. Récemment, mes collègues Peter Stalibras et Zachary Lesser ont fait une étude très précise sur ces indications des lieux communs dans le premier quarto de Hamlet, et on voit que les vers qui sont isolés sont des vers qui ont souvent une très faible importance ou dramatique ou poétique. Par exemple, les conseils que donne Polonius à son fils Laërte lorsqu'il va partir pour la France. Et il y a là toute une série de recommandations données d'une manière universelle et générale et qui font l'objet de cet extrait, d'indications qu'il y a là un lieu commun qu'on peut réemployer, mais indépendamment du caractère ridicule de Polonius ou de l'histoire du voyage en France de Laërte. Et autre élément qui pourrait être important, c'est le moment où se lie, d'un certain sens, les indications typographiques dans des éditions avec des recueils imprimés de lieux communs. Et nous l'avions étudié pour Shakespeare, c'est-à-dire le fait que très tôt, dès 1600, des vers ou des lignes de Shakespeare, non seulement des pièces écrites jusqu'à ce moment-là, mais aussi des deux grands poèmes, Vénus et Adonis et le viol de Lucrèce, sont utilisés comme comme lieu commun. Et on voit que parfois, dans la même année, dans deux éditions de ce type d'anthologie, dans un cas, les citations ne sont pas référées spécifiquement à tel ou tel auteur, le lieu est vraiment commun, il appartient à tout le monde et il a été détaché d'une invention esthétique. Dans une autre édition, un autre recueil de la même année, 1600, on a au contraire une attribution, une assignation à l'auteur. Mais ce qui est aussi important, c'est que lorsqu'il est transféré de l'édition imprimée de la pièce ou du poème à l'édition imprimée des lieux communs,
des modifications sont introduites de façon à accentuer cet effet de décontextualisation. On voit là un paradigme de lecture-écriture qui parfois a été oublié dans les analyses ou les études de ce qu'est la pratique de la production textuelle à la Renaissance. Cela suppose une autre mutation dans les pratiques de lecture qui est celle de la lecture qui devient normalement silencieuse et visuelle et qui ne suppose plus l'oralisation, soit l'oralisation pour les autres, on lit pour les autres, je le signalais dans l'exemple de lire pour le roi ou de lire pour le noble, qui existe, mais une pratique dominante, en particulier pour donner support à ce monde des lieux communs, ne peut être qu'une lecture visuelle et silencieuse qui gagne aussi par rapport à ces lectures oralisées qui existaient à l'époque médiévale pour que le lecteur puisse comprendre le texte. Il ne s'agissait pas de le proférer pour quelqu'un qui l'écoutait, mais en oralisant, d'entrer dans la compréhension du texte, et en particulier dans tous les cas où le manuscrit latin de la basse antiquité posait un problème de lecture par leur écriture continue pour des lecteurs qui n'étaient plus, qui ne vivaient plus en latin. Bien sûr, si c'était des clercs, ils avaient une très grande familiarité avec le latin, mais la langue vernaculaire s'était imposée. Et très souvent, cet écart supposait qu'une oralisation soit nécessaire pour la compréhension du texte. À partir du XVe, XVIe, XVIIe siècle, on voit les progrès de l'imposition de formes de la lecture silencieuse et visuelle, la nôtre. Un article, l'article que j'évoquais de Harpocrates dans le supplément de Covarrubias peut le montrer. Ce dieu est considéré comme, ce petit dieu, ou cette divinité, est considérée comme celle du silence, et dans son article, Covarrubias commente un emblème, une figure qui a pour titre silence, silentium. Et cet emblème montre un lecteur qui est lié à Harpocrates, qui montre, c'est dans un emblème d'Alcia, donc le livre des emblèmes. C'est un genre dominant à la Renaissance où on trouve à la fois une image, des vers et une légende. Et les trois doivent dire avec des moyens différents la même chose. Silentium, les vers qui correspondent à ce silence, et puis cette image où l'on voit un lecteur devant un grand folio ouvert sur la table et qui indique, en mettant son doigt devant sa bouche, la supériorité du silence. Ce qui est là. Et pourquoi c'est renvoyé à Harpocrates? Parce que Harpocrates était supposé avoir diffusé la doctrine qui mettait le silence au-dessus de tous les autres préceptes de la philosophie. Donc vous voyez qu'ici, dans ce cas de Covarrubias, il a une entrée pour cette philosophie du silence. Il commente un emblème d'Alcia, et cet emblème d'Alcia, qu'on peut évidemment retrouver dans le livre des emblèmes d'Alcia, montre un lecteur qui non seulement lit en silence, mais indique en plus que le silence doit être la valeur fondamentale. On voit du coup que le mot lire, particulièrement dans le vocabulaire du siècle d'or, devient presque naturellement lire en silence. Et dans le cas de Cervantes, c'est lorsqu'il indique une autre lecture qui n'est pas silencieuse qu'il précise le mot. Par exemple, lire en prononçant, lire à voix haute, lire de manière claire. Et les emplois sont toujours la précision pour une lecture qui n'est plus la lecture attendue, c'est-à-dire celle de Don Quichotte, qui a lu silencieusement,
dans la retraite de sa bibliothèque et dans des nuits qu'il passait entièrement à lire les romans de chevalerie, et qui est sans doute la lecture dominante de Cervantes lui-même comme lecteur silencieux. Et la perception des progrès de la lecture silencieuse et visuelle est de très grande importance parce qu'elle a renforcé la méfiance par rapport aux effets dangereux de la fiction. Et l'on voit dans le siècle d'or espagnol, 1560 jusqu'à 1640, cette condamnation de la fiction comme dangereuse, à la fois fondée sur la condamnation chrétienne des mauvais exemples que donnent les genres de la fable ou de la fiction, fondée d'autre part sur l'importance de la philosophie néoplatonicienne. Dans la République, les poètes sont expulsés par les législateurs. Et, troisième élément, la conscience des effets que produit la lecture silencieuse par sa différence avec une lecture à voix haute. Lire pour les autres immédiatement situe une différence entre le monde du texte, qui peut être celui de l'imagination, de la fable, de l'invention, et le monde du lecteur et des auditeurs. Il y a donc une immédiate perception de la distance entre la fable et le réel. Le réel de la lecture et la fable du texte. Alors que la lecture en silence élimine, efface cette distance et permet ce qui est le propre de Don Quichotte, d'incorporer les textes dans son être, ce qui fait que, par exemple, sa mémoire est une mémoire construite par les livres qu'il a lus, donner sens à un événement est se référer mémoriellement pour Don Quichotte à tel ou tel romance ou livre de chevalerie, et qui aussi le conduit à vouloir projeter dans le monde réel, de l'identifier comme, de le percevoir comme le monde des fables. Simplement, de mauvais enchanteurs ont donné des apparences qui étaient différentes, mais il faut aller au-delà des apparences, et le monde est celui des livres qu'il a lus. Cette double incorporation du texte dans le lecteur et du lecteur dans le texte qui devient monde est rendue possible seulement par la lecture en silence. Et de là, dans le siècle d'or, des condamnations de cette lecture en silence avec des verbes qui sont les verbes du ravissement, mais au sens du rapt, embellezar, maravillar, qui sont les verbes qui décrivent ces effets de la fiction, mais aussi parfois des traductions législatives avec la prohibition d'abord des exportations des livres de fiction dans les Indes, et puis même pendant 10 ans au XVIIe siècle, l'interdiction en Espagne absolue de publier quelques nouvelles pièces ou nouveaux que ce soit. L'interdiction absolue sur la publication du théâtre. Donc il y a là un complexe de références chrétiennes, néoplatoniciennes et liées à la perception des effets de la lecture qui est tout à fait important et qui se réfère à cette idée des progrès constants dans la diffusion de la capacité ou du désir de lire silencieusement et par les yeux. Il y a une magnifique utilisation de cette thématique par Cervantes dans les Nouvelles exemplaires. Les Nouvelles exemplaires sont un recueil publié en 1613 et il y a un cas où il y a une nouvelle dans une nouvelle. La nouvelle est le mariage trompeur et à l'intérieur de le casamiento engañoso, et à l'intérieur de cette nouvelle, il y a une autre nouvelle qui est celle du dialogue qu'auraient entretenu deux chiens de l'hôpital de la Résurrection de Valladolid.
Et ce sont les personnages de la première nouvelle, au moins l'un d'entre eux, qui a entendu ces chiens converser et discuter, et qui en a fait un recueil écrit. Et dans leur conversation, le capitaine qui a entendu les chiens parler et en a fait un dialogue écrit, veut donner à lire à son interlocuteur, qui est le licencié, cet extraordinaire document qui sont les réflexions philosophiques, morales, éthiques des deux chiens, Scipion et Briganza, de l'hôpital de Valladolid. Et tout l'intérêt de cette inscription du colloque des chiens à l'intérieur de la nouvelle du mariage trompeur est la modalité dans laquelle va se faire la transmission du texte établi par le capitaine du dialogue des chiens. Au départ, il y a cette idée que la transmission pourrait être celle d'une parole. Et le licencié dit, pourvu que vous ne me tourmentiez plus à me persuader que vous avez entendu parler ces chiens, j'écouterai de bon cœur ce colloque, ne serait-ce que d'avoir été écrit ou noté par le subtil esprit du seigneur capitaine, son interlocuteur. C'est assez pour que je le juge très bon, puisque la conversation s'engageait sur l'invraisemblance qu'il y ait un dialogue entre les chiens et que le capitaine avait pourtant entendu. Et donc on voit que le licencié est prêt à entrer dans le jeu et à écouter ce dialogue tel qu'il va lui être rapporté par la voix du capitaine. Mais comme le capitaine dit « J'ai sur moi ce colloque que j'ai écrit en forme de colloque pour épargner les discipions, répondit Bergance, qui ne font qu'allonger l'écriture. Il a donc ce manuscrit et, dit le texte, il n'avait pas fini qu'il tira de son sein une liasse qu'il remit entre les mains du licencié, lequel la prit en se riant et sur un air de moquer tout ce qu'il avait ouï et ce qu'il pensait lire. Et du coup, on bascule d'un texte qui pourrait être un dire, une récitation, à une lecture, et le capitaine dit « Je m'en vais me renverser en cette chair pendant que vous lirez, si vous voulez, ces songes ou folies qui n'ont rien de bon, hormis qu'on les peut laisser quand ils ennuient. » Et le licencié répond « Faites à votre aise, pour moi j'aurais tôt fait d'en dépêcher la lecture. » Le capitaine s'étendit, le licencié ouvrit le cahier et vit qu'il commençait par le titre qui suit « Nouvelle et colloque de Scipion et Bergance, chiens de l'hôpital de la résurrection à Valladolid, communément appelés les chiens de Maoudes. » Et donc c'est la force de capture pour l'invraisemblance qui est celle de ce texte est renforcée ou assurée par le fait que le texte va être lu, que le licencié va créer cet espace de retraite, de lien direct entre le texte et lui-même, alors que toute forme d'oralité aurait renforcé l'idée de la séparation de ce monde fabuleux, extravagant, où des chiens conversent, avec le monde dans lequel les deux personnages, Peralta et je ne me souviens plus de son nom, le licencié et le capitaine sont réunis. Et effectivement, le texte et le dialogue entre les deux chiens et se termine lorsque la lecture se termine, ce qui est aussi un effet puisque le lecteur de chair et d'os lit ce que le licencié est en train de lire. Il y a une sorte d'effet de mise en abîme de la lecture du lecteur et la lecture du licencié qui en est le médiateur. Le texte se termine ainsi, une fois que les deux chiens ont terminé leur propre dialogue. La fin du colloque pour le licencié et le réveil du capitaine, ce fut tout un. Lors, le licencié dit «
Encore que ce colloque soit chose feinte et qui n'a jamais été, il me paraît si heureusement composé, monsieur le capitaine, que vous pouvez fort bien passer au second, parce qu'il a promis d'écrire une seconde partie. Sur votre opinion, répliqua le capitaine, je m'animerai et me disposerai à l'écrire sans disputer davantage avec vous si les chiens parlèrent ou non. À quoi le licencié répondit, Monsieur le capitaine, ne retournons plus à cette dispute. J'aperçois l'artifice du colloque et l'invention, et c'est assez. Allons-nous-en à l'Espolande, qui était un lieu agréable d'une promenade Valladolid, pour nous recréer les yeux du corps, puisque j'ai récréé ceux de l'esprit. Allons, dit le capitaine, et là-dessus, ils s'en furent. On voit donc qu'à la fin du dialogue, le capitaine s'éveille, il a dormi pendant tout le temps de la lecture du licencié et du lecteur de Cervantes, et d'autre part, le licencié accepte finalement qu'à travers cette lecture, une force de persuasion de la fiction a existé, puisqu'il accepte maintenant ce qu'on appellera en anglais the suspension of disbelief, la suspension de l'incroyance. Il accepte d'entrer dans ce jeu de la fiction et de la tenir comme réelle. Simplement, il n'est pas Don Quichotte. Donc, le fait de tenir cette fiction comme réelle, elle existe dans le temps du plaisir de la lecture. Elle ne va pas le persuader que lorsqu'il va rencontrer un chien, celui-là va lui parler. Alors que la déviation, évidemment, de Don Quichotte par rapport à cela, c'est que cette suspension devient une règle de vie, qu'il n'y a pas de moment où que le monde des romans de chevalerie ne soit pas le monde tel qu'il est caché par les mauvais génies ou les mauvais sorciers, mais c'est ce monde-là qui est. Mais on voit que c'est la force de la lecture silencieuse est la condition de possibilité de cette suspension de l'incrédulité, et que donc le jeu littéraire qui persuade de l'impossible est lié directement à ce mode de lecture. Alors je termine en disant que il y a là, évidemment, une manière de lire qui est dominante. Pour autant, elle ne doit pas faire oublier que les pratiques de lecture à voix haute, d'oralisation des textes, ont une persistance dans les siècles XVIe et XVIIe siècle, et particulièrement dans le siècle d'or. On trouvera d'abord, et je vais terminer avec ça, dans le dictionnaire lui-même de Covarrubias, parce qu'en 1611, il y a 3 exemples donnés pour lire. Le premier, lire, c'est prononcer avec des mots ce qui, avec des lettres, est écrit. Et les 2 autres définitions qui suivent aussi lient la lecture et l'oralité. Lire, c'est enseigner quelque discipline publiquement. Et lire, c'est lire la cartilla, c'est-à-dire l'abécédaire, pour déclarer avec des mots ce qu'il convient de savoir. Donc toutes les situations sont des situations où la lecture est une lecture d'oralité. La lecture de l'université, lire publiquement pour enseigner une discipline. Le contexte de la pédagogie plus élémentaire, où on lit l'abécédaire pour transmettre le savoir le plus élémentaire et le plus nécessaire, et puis cette idée qui est une idée plus théorique, le fait que les lettres sont la transcription des mots, et que donc lire, c'est de traduire par des mots ce qui est par des lettres déjà écrites. Et c'est cette perfection entre ce qui est écrit par les lettres et ce que l'on prononce par la voix qui inspire les réformes du système orthographique et graphique à la Renaissance. En Espagne, il y a un texte fameux, parce qu'il est de 1492, qui est l'année où Colomb arrive
à Saint-Domingue, en croyant d'ailleurs arriver au Japon, où sont expulsés c'est la fin de la Reconquête, et où il y a l'expulsion des communautés juives, mais il y a aussi la publication de la Grammatica de Antonio de Nebrija, Nebrija. Et dans cette Grammatica, dans cette grammaire, Nebrija imagine une réforme graphique, considérant qu'il y a des lettres inutiles en espagnol et que on pourrait aller vers une suppression de certaines d'entre elles. Et ceci pour deux principes. Le premier principe, je le cite, nous devons écrire comme nous prononçons et nous devons prononcer comme nous écrivons, parce que sinon, c'est en vain que furent inventées les lettres. Toujours cette idée où la lettre est le signe graphique de la parole. Et la parole, donc, en fait, la lecture à haute voix est de déchiffrer cette équivalence. Et donc, il faudrait trouver une adéquation plus forte encore entre les manières de dire et les manières d'écrire. Et ceci, deuxième raison, parce que la lettre n'est pas autre chose que la figure par laquelle on représente la voix et la prononciation. Et cette idée a entraîné deux conséquences dans le temps de la Renaissance. La première, c'est la recherche parallèle de cette adéquation dans d'autres langues, aussi bien l'anglais que le français, avec des réformes graphiques qui devaient donner une plus grande proximité entre ce qui était dit et ce qui était écrit. Dans le cas français, les plus audacieux sont les poètes de la Pléiade, et en particulier Ronsard, qui imaginent comme Nebrija que l'on pourrait supprimer certaines lettres inutiles, à la fois les lettres qui ne se prononcent pas dans les mots et des lettres qui pourraient être unifiées avec une seule lettre qui déjà existe, mais dont l'usage pourrait être étendu. Par exemple, l'idée d'écrire qualité avec un K, ou de penser que le S pourrait entrer dans France. C'est des exemples donnés par Ronsard. Donc une simplification, une réduction du nombre des lettres de l'alphabet avec cette idée par là, on aura des indications presque musicales pour indiquer plus exactement l'identité entre prononcer et écrire. Et la deuxième conséquence, c'était de considérer que malgré ce que disait Nebrija à propos du castillan, les castillans étaient sans doute la langue européenne dans laquelle cet écart était déjà le moins grand. Et c'est pour ça que Ronsard imaginait, par exemple, qu'il fallait introduire le N avec tilde, qui est une lettre propre de l'alphabet espagnol, dans le français, pour se substituer au GN de Monseigneur. On écrirait Monseigneur avec N comme tilde et non pas avec le G et le N. C'est le même souci qui habite toutes ces réformes orthographiques ou graphiques. C'est un souci non pas tellement de simplification, d'unification, mais un souci d'adéquation entre comme ce qui se dit et ce qui s'écrit. Comme on sait, les résistances des orthographes ou des alphabets ont été plus fortes que ces tentatives de réforme qui ne se sont jamais traduites par une réalité. Les seuls éléments qui ont pu être commandés par cela, c'est-à-dire la voix et le texte, sont les éléments de la ponctuation, la durée des pauses. Mais hors ce cas-là, de la durée des pauses, toutes ces transformations ou simplifications graphiques n'ont jamais existé. Et donc, du coup, deux choses, on voit dans le texte de Covarrubias de 1611, donc plus d'un siècle après l'idée de Nebrija, que cette réforme n'a pas d'effet. Covarrubias indique à son lecteur qu'il ne doit pas, je cite, se scandaliser de ce que les graphies, dictiones, dans mon livre, sont écrits comme elles sonnent, sans
garder la propre orthographie. Donc une indécision. Chacun donne une traduction par la graphie de ce qui est la parole, ou inversement, à sa manière, sans avoir à suivre une règle qui serait universelle. Ce qui reste, évidemment, c'est la primauté de la voix sur l'écrit, que la prononciation, le dire devient et reste fondamental, ce qui peut se lier avec cette perpétuation des formes de lecture à haute voix. Et pour terminer, un exemple fameux et drôle de cette question de dire ou écrire dans leur relation ou leur écart se rencontrait dans la pièce de Shakespeare, Peine d'amour perdue, où un savant, un pédant qui est Holoferne, pense que c'est très dommageable, cet écart qui s'est instauré entre des manières de dire et des manières d'écrire. Et il critique un noble espagnol, Don Armado, pour sa manière incorrecte de lire, c'est-à-dire que Don Armado supprime des lettres dans la manière de prononcer, alors que la voie que veut suivre Holoferne, ce n'est pas la voie des réformes graphiques qui justement vise à simplifier, à supprimer ce qui ne se prononce pas, mais qui, tout au contraire, serait de prononcer tout ce qui est écrit sur le modèle du latin, et donc du coup de prononcer tous les mots anglais comme si c'était des mots latins avec toutes les consonnes qui s'y trouvent. Et c'était les deux voies possibles. Une absurde qui était de penser qu'on doit prononcer tous les éléments qui constituaient la graphie des mots, et donc de faire que les langues vulgaires soient toutes des formes de latin, ou bien l'autre voie, qui était celle, non pas que la voix suive ce qui était écrit, mais de transformer ce qui était écrit par rapport à la manière de le prononcer, et qui aurait été ces simplifications des alphabets, en supprimant certaines lettres inutiles et en recherchant des manières, des signes qui permettaient une adéquation plus forte entre le dire et l'écrire, parce que l'écrit lui-même se trouvait prononcé. Comme je le disais, la seule application pratique de cela qu'on trouve dans les textes, qui ouvrent un tout autre domaine de recherche, c'est évidemment, toujours en rapport avec la voix, la question des durées des pauses telles qu'elles sont indiquées par le système des virgules, point-virgule, deux points et points. Ce qui reste pour notre prochaine séance, c'est cette présence persistante des formes de lecture orale à l'intérieur d'un monde qui, pour les différentes raisons que j'ai essayé d'examiner, est entré dans le monde de la lecture silencieuse. Cette lecture silencieuse comme élément clé de l'oisiveté utile et comme définition, comme condition de possibilité d'une curiosité légitime. Bien, la prochaine séance.